Moi, j'avoue que dès le départ, donc c'était en septembre 2001, j'ai eu les plus grands doutes tout de suite. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne tient pas debout. Et au fil du temps, j'ai été conforté dans cette intuition. La vérité ne sera connue qu'à un terme historique. Elle ne nous est pas encore accessible et elle ne sera vraisemblablement accessible que dans quelques années, sinon quelques dizaines d'années. It was not before I started writing about it and reading about it that I saw, well, there is a discussion, but it goes on in terms of books and on the internet. It's not in the newspaper. It's not on mainstream TV channels. When someone, and a journalist takes it up in the morning conference, they're met with silence, which means that it's not good for your career to follow this, so they just shut down. C'est un petit peu la spirale du silence que dénonçait la philosophe allemande Elisabeth Noll-Neumann. À partir du moment où une même vérité est martelée par presque l'intégralité de tous ceux qui ont la parole dans un espace donné, dans une agora déterminée, on est entraîné à se taire. On en vient à ne plus oser prendre la parole à contre-courant parce que on risque d'être stigmatisé comme fou, tout simplement, comme inconséquent, comme déviant, etc. Nous faisons ce débat ce soir parce que la vérité ne doit pas avoir peur de quelques illuminés, parfois animés par des partis pris politiques ou des obsessions assez évidentes. Il faut voir dans la théorie du complot telle qu'elle se développe là dans les films, tels que Thierry Messant, tous ces gens-là développent cette théorie. Elle a un but aussi, cette théorie. En disant ce n'est pas Al-Qaïda, ils essayent d'aider Al-Qaïda. Ce sont les vrais propagateurs des idées d'Al-Qaïda. Ce sont des purs criminels. Ce sont évidemment des paranoïaques, c'est tout ce qu'on veut, mais enfin, en attendant, ce sont des criminels. Alors que s'est-il passé pour que tant de gens basculent dans la bêtise? Que s'est-il passé surtout pour que des médias de masse leur offrent une tribune royale qui leur permet de toucher le grand public? Retour sur ce naufrage de l'intelligence. Regardez. Two, one. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way. Oh my God. Oh my God. Can you tell us what has just happened? Yes, Peter. The second building that was hit by the plane has just completely collapsed. The entire building has just collapsed, as if a demolition team set off. When you see the old demolitions of these old buildings, it folded down on itself, and it is not there anymore. Le matin du 11 septembre 2001, il n'y avait pas encore de version officielle des attentats et les commentaires des journalistes étaient spontanés. We have no idea what caused this. If you wish to bring anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the under infrastructure of a building and bring it down. This was clearly, the way the structure is collapsing, this was the result of something that was planned. This is not, it's not accidental that the first tower just happened to collapse and then the second tower just happened to collapse in exactly the same way. How they accomplished this, we don't know. But clearly this is what they wanted to accomplish.
Comme la grande majorité de l'opinion publique, j'ai mis longtemps à réaliser qu'un troisième immeuble s'était écroulé le 11 septembre sans avoir été percuté par un avion. It's amazing. Amazing, incredible, pick your word. For the third time today, it's reminiscent of those pictures we've all seen too much on television before when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. Dès les tout premiers jours, après une enquête fulgurante, les autorités américaines fournissent tous les éléments d'information. Très vite, le président Bush adresse au monde une mise en garde. Either you are with us or you are with the terrorists. Le message est bien reçu, même de l'autre côté de l'Atlantique. Nous sommes tous des Américains. Je serais très étonné que le président Chirac dise autre chose et tous les leaders occidentaux qu'on a entendus, on est avec vous, on est tous des Américains. Ça radicalise, ça simplifie les opinions publiques. Une fois le premier émoi retombé, des interrogations commencent à circuler sur Internet à propos de l'attentat sur le Pentagone, et notamment sur le site Réseau Voltaire, qui est un canal d'information non aligné. Et puis soudain, après 6 mois, c'est le pavé dans la mare. J'accueille Thierry Messant. Thierry Messant, le président du Réseau Voltaire, fait une entrée fracassante dans les médias quand il passe dans l'émission de Thierry Ardisson. Thierry Messant, bonsoir. Alors après le 11 septembre, Thierry Messant, vous êtes intrigué par des anomalies que vous remarquez sur les premières photos de l'attentat contre le Pentagone, et puis par la confusion et les contradictions des déclarations qui sont faites par les autorités américaines au sujet du World Trade Center. Vous décidez de mener une enquête et vous faites des découvertes qui sont assez terrifiantes, peut-être la plus grande manipulation de l'histoire, on pourrait dire, d'une certaine façon. Vous racontez tout ça dans un livre, Thierry Messant, qui s'appelle 11 septembre 2001, l'effroyable imposture. Aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Je monte le livre, allons-y, les petites mains, mes enfants, vous savez comment on fait. L'avion qui s'est soi-disant écrasé sur le Pentagone a provoqué très peu de dégâts, finalement. Alors, quand on regarde les photos qui sont disponibles sur cet attentat, qu'on se fonde d'abord sur les photos fournies par le département de la Défense et sur les photos diffusées par Associated Press juste après l'attentat, on peut constater qu'il y a une impossibilité matérielle pour que la version officielle fonctionne. Sur la partie gauche de la photo, vous avez de la fumée. Au bas de la fumée, vous avez caché par cette fumée un trou qui est censé être celui qui a absorbé un Boeing 757. Donc c'est pas bien difficile de comprendre que ça n'est pas possible. Ouais. D'après vous, l'histoire, c'est que tout ça, c'est fait pour éloigner l'enquête d'une piste en fait intérieure. Vous parlez d'un complot, d'un groupe présent au sein de l'appareil d'État américain, en fait pour dicter sa politique au président Bush. C'est pour ça qu'on a parlé à un moment de menace sur la Maison-Blanche. C'est vrai que le 11 septembre... L'émission fait scandale. Et un mois plus tard, dans un communiqué, le Conseil supérieur de l'audiovisuel juge que Thierry Messant a propagé des informations à l'évidence fausses. Il rappelle au président de France Télévisions les principes de l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information. Et il lui demande de prendre des mesures pour que la vérité soit rétablie et que de tels dérapages ne se renouvellent pas. Faut-il croire la théorie du complot née du 11 septembre et sur Internet en l'occurrence relayée dans un livre, L'effroyable imposture, 11 septembre 2001, sous la plume et après enquête de Thierry Messant et du réseau Voltaire. Voilà la question que nous posons aujourd'hui. Vous connaissez la thèse. Il n'y a pas eu d'avion sur le Pentagone. Pourtant, juste après la publication de son livre, Thierry Messant bénéficie d'un traitement journalistique assez normal. Il est invité sur plusieurs plateaux de télévision pour des débats qui sont aujourd'hui impensables, pendant lesquels on discute calmement des qualités et des défauts de son livre.
Le discours des experts est encore à ce moment-là sans préjugés. Vous êtes notre invité. Merci encore Thierry Messant. Nous vous mettons en contradiction, puisque contre-enquête nécessite contre-enquête, avec le colonel Dufour, avec Éric Denessé du Centre français de recherche sur le renseignement et avec Pascal Froissart, qui est lui spécialiste du travail sur la rumeur. J'apprécie beaucoup la façon dont Thierry Messant essaie d'aborder l'ensemble de ces éléments, parce qu'il faut quand même se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde qui pose cette question-là. Maintenant, il y a des faits effectivement troublants, et dès 2 jours après l'attentat, je peux vous dire qu'on se posait cette question dans toute une série de services de renseignement. Maintenant, je pense qu'il y a une faiblesse, et ce serait intéressant qu'on en parle, c'est sur la façon dont un certain nombre de faits peuvent être analysés. Mais c'est vrai, quand on voit les images, on se dit qu'il s'agit bien d'un avion. Il est tout à fait plausible, et c'est probablement la réalité, que les Américains, c'est-à-dire la CIA et le FBI, pour protéger une piste d'enquête et chercher délibérément à fausser la version officielle des faits, donc y compris quand on voyait l'explosion tout à l'heure, c'est vrai que ça ne ressemble pas en termes de pyrotechnie, en termes de flammes, à l'explosion que fait un avion lorsqu'il vient percuter quelque chose. On le voit bien. Vous êtes prêt à en douter, autrement dit. Sur cet aspect-là, tout à fait. Sur et l'avion surtout, du Pentagone. Rappelez-vous, les premières réactions de journalistes dans les heures qui suivaient les attentats disaient que c'était un attentat à la voiture piégée. Donc, j'en doute. Je n'ai aucune preuve, ni dans un sens ni dans l'autre, mais c'est pour ça que je dis que la démarche de Thierry sur ce point est tout à fait intéressante. Nous allons faire intervenir un pilote expert en sécurité aérienne. Nous avons en ligne François Grangier. Bonsoir, vous nous entendez ? Oui, très bien. Alors, que répondez-vous à Thierry Messant ? Les destructions du Pentagone peuvent très bien avoir été faites par un avion. Bon, ce qu'il y a de certain, c'est que quand on voit la photo de cette façade qui est intacte, il est évident que l'avion n'est pas passé par là. Et imaginez qu'un avion de cette taille ne peut pas passer à travers une fenêtre en laissant l'encadrement debout. Mais il est évident que si avion il y a eu, il a tapé à un autre endroit. Merci, Monsieur Grangier. Hervé Kempf, vous avez envie de réagir ? Je suis très surpris par ce que dit Monsieur Grangier. Oui. Et là, on nage dans le brouillard le plus total. Est-ce que vous avez tout de même le sentiment qu'autour du 11 septembre, il y a tout de même des faits troublants, certaines anomalies, et que finalement, le livre de Thierry Messant, sans partager sa théorie de complot, finalement est une piste de réflexion et d'enquête et d'investigation? Certainement, toutes les investigations n'ont pas été faites. Et il faut continuer à être très vigilant. Moi, le problème que j'ai, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a pas assez d'éléments pour accréditer la thèse extrêmement forte que vous avancez. Et elle est tellement forte, cette thèse. Pourquoi ne serait-elle pas vraie? Pourquoi pas? Mais elle est tellement forte qu'il faut l'étayer beaucoup plus solidement, et malheureusement, ou heureusement, moi j'ai eu le sentiment que votre enquête n'était pas assez étayée pour porter une thèse aussi lourde. Alors si vous me permettez, je vais reprendre... À cette époque-là, j'animais une émission de critique des médias sur la radio de l'Université libre de Bruxelles, et je m'étais intéressé à l'affaire Messant. J'avais eu l'occasion d'interviewer Thierry Messant pour la parution de son 2e livre, et j'étais arrivé à la même conclusion qu'Hervé Kempf. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part avoir un peu hypothéqué vos chances d'être entendu en lançant l'effroyable imposture, peut-être un peu tôt et avec un peu trop peu d'éléments? Je ne pense pas du tout, parce que le sujet de l'effroyable imposture, c'était l'évolution de la politique intérieure et extérieure des États-Unis après les attentats du 11 septembre. Donc vous trouvez que c'était léger cette question de l'attentat du Pentagone, ça n'était pas pour moi le sujet du livre. Mais très rapidement, Thierry Messant devient l'homme à abattre, surtout dans la presse écrite, qui lui donnera jamais la parole. Ses thèses et ses arguments sont réfutés du bout des lèvres, mais c'est surtout le personnage qui sera critiqué. Après cette petite tempête médiatique autour de Thierry Messant, c'est dans le calme, mais par petites touches successives, qui sera définitivement transformé en épouvantail. L'effroyable mensonge de Jean Guinel et Guillaume Dasquier, publié quelques mois après l'effroyable imposture, est encore plus brouillon et plus léger que le livre qui prétend réfuter. Pourtant, il sera généralement considéré comme la réponse définitive à Thierry Messant, à tel point que Guillaume Dasquier sera invité jusque sur CNN pour dispenser ses analyses. Guillaume, why then do you think this seems to be, I don't want to say catching on in France, but he sold an awful lot of books. Yes, people who bought this book in France, who are people who come from very low class
and a lot of them never go to school, and they have a very little cultural background. And maybe this is some people who were very afraid by the 9/11 and who prefer to find very easy answer in Meson's book than to find the true answer, which are, of course, more complex. Premier film, le 11 septembre n'a pas eu lieu. Mais c'est sans doute une soirée Théma diffusée sur Arte qui marquera le plus les esprits. Au fil de 2 documentaires et d'un débat, Daniel Lecomte et l'équipe de Doc en Stock, sa société de production, s'efforceront de discréditer Thierry Meyssan et dans la foulée tous ceux qui ont des doutes sur le 11 septembre, ainsi que les opposants à la guerre en Irak. Débat avec nos invités. Voici le 11 septembre n'a pas eu lieu. C'est un film Doc en Stock pour Arte. Il est signé Barbara Nessek et Antoine Wittkin. Regardez. Le 11 septembre 2001 aura fait au moins un heureux. Sa fortune, il la doit à cette incroyable thèse « Aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone ». Pas facile de trouver un éditeur pour publier une thèse aussi fantaisiste. Mais Thierry Meyssan rencontre Patrick Pazin, le directeur des éditions Carnot. Du danger du téléphone portable aux amours polysexuels, chez cet éditeur, on pense que la vérité est ailleurs. Après avoir réglé son compte à Thierry Meyssan, sans pour autant aborder le moindre aspect factuel de sa thèse, il est temps maintenant d'ériger de nouveaux épouvantails, l'anti-américanisme, l'antisémitisme et le négationnisme. En Allemagne, critiquer les Américains est devenu un sport national, surtout depuis la guerre en Irak. Mais certains Allemands s'offusquent de cet anti-américanisme rampant. Un drapeau américain sur son balcon, voilà la réponse de l'écrivain Henrik Broder aux théories du complot. Les Allemands adorent associer les Américains avec tout ce qui est méchant, vilain et primitif. Et ce ressentiment anti-américain est une sorte de ciment de l'identité allemande. Pour Henrik Broder, le 11 septembre a réveillé le souvenir d'une autre théorie du complot sordide, le négationnisme. Il y avait des gens qui allaient à Auschwitz, faisaient des prélèvements, analysaient le contenu des gaz et prétendaient que tout ça avait été un grand mensonge. Eh bien aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe avec les événements du 11 septembre. On prend des mesures du lieu de l'impact de l'avion du Pentagone. Après, on élabore des théories selon lesquelles l'avion ne s'est pas écrasé, mais aurait été abattu. Ensuite, on construit des images avec des nuages de fumée. On va chercher des photos absurdes sur Internet qui sont censées prouver tout ça. Tout ça, c'est de la pure fiction. Et de la même manière que des gens ont essayé de prouver qu'Auschwitz était une invention des Alliés, on essaie de prouver aujourd'hui que le 11 septembre est une invention des Américains. Ce qui compte à leurs yeux, c'est une vision a priori du monde. Un bricolage idéologique où se mélangent pêle-mêle une détestation de l'univers démocratique, une conception policière de l'histoire et une culture systématique de l'excuse au bénéfice de tous les dictateurs de la planète qui ont déclaré la guerre à l'Occident. Eh bien, c'est ce phénomène étrange que nous avons tenté de suivre à la trace. Voici Le Grand Complot. C'est un film Doc en Stock pour Arte. Il est signé Antoine Wittkin et Barbara Nessek. Regardez. Dans le deuxième film, Antoine Wittkin tente d'analyser les racines du conspirationnisme. La théorie du complot tourne toujours autour d'une avidité commerciale et d'une avidité de s'approprier les ressources naturelles, essentiellement le pétrole. Toute initiative américaine est vue à l'aune du pétrole. C'est tout à fait juste que George Bush a toujours en tête le pétrole. Où est-il? À quel prix? Et de quelle manière va-t-il avantager ou non l'industrie et l'économie américaine? Ce qui, à mon sens, défait totalement la théorie du complot à cet égard, c'est que c'est très très clair. Les intérêts pétroliers sont clairs, ils ne sont pas cachés, il n'y a pas besoin d'aller soulever des coins d'ombre. Et tous les pays, à commencer par la France, ont des intérêts pétroliers. Cette attaque a été tellement médiatisée, tellement parfaitement mise au point, que le soupçon naît en quelque sorte de sa clarté.
elle est si évidente, elle va tellement de soi, et en même temps elle est tellement invraisemblable que les gens disent ça n'est pas possible, ça ne peut pas être arrivé comme ça. Donc c'est que forcément il y a quelque chose derrière. Et alors évidemment c'est la vieille question, à qui profite le crime? Et on dit immédiatement au gouvernement américain qui a lancé une guerre en Afghanistan puis en Irak, a redonné beaucoup d'argent au Pentagone. Et effectivement, l'une des caractéristiques de la théorie du complot, c'est qu'elle utilise des arguments très rationnels pour une thèse qu'il ne l'est pas. Une fois insinué, le doute se propage, et tout particulièrement au moment de la guerre en Irak. Cette guerre provoque la colère d'une grande partie des opinions européennes. À travers l'Europe, des milliers de personnes défilent alors dans la rue pour s'opposer à la guerre. Pour beaucoup de manifestants, la cause est entendue. Puisque les raisons de l'intervention ne sont pas claires, c'est forcément qu'il y a quelque chose à cacher. Et si l'Amérique a quelque chose à cacher, c'est donc qu'il y a complot. D'approximation en approximation, on finit par sortir de la réalité. Alors, des attentats du 11 septembre à l'Irak, une même logique secrète serait à l'œuvre. D'approximation en approximation, c'est vrai qu'on finit par sortir de la réalité pour créer en moins de 2 minutes chrono un amalgame entre opposants à la guerre en Irak et sceptiques du 11 septembre. Et c'est pas fini. La fête de lutte ouvrière, un terrain d'observation privilégié pour comprendre comment fonctionne la théorie du complot. La mécanique est toujours la même. On pointe du doigt un ennemi unique, capable du pire, c'est l'Amérique. Le grand Satan. L'amalgame se poursuit et cette fois il s'agit d'assimiler théorie du complot et partis politiques radicaux ou extrémistes, de gauche ou de droite, peu importe. Bizarrement, à l'autre bout de l'échiquier politique, du côté de l'extrême droite au Front National, c'est la même petite musique que l'on entend. Les idées de ce parti sont à l'opposé de l'extrême gauche, et pourtant ici, comme à l'extrême gauche, une même obsession du complot est à l'œuvre. Les groupes visés sont différents, mais le principe est le même. On ne peut pas faire la psychanalyse d'une personne qu'on ne connaît pas intimement. Pour achever d'enfoncer des clous déjà solidement plantés, la soirée se termine par un faux débat sans vraie contradiction. Il y a eu d'abord la haine de l'Amérique, mais la haine de l'Amérique, la rhétorique de la haine de l'Amérique, qui n'a rien à voir avec la critique de la politique américaine. C'est la rhétorique de la haine de l'Amérique, c'est la rhétorique de la haine contre un pays qui s'est constitué sur une immigration. C'est un pays qui est cosmopolite. Et ça rejoint directement très vite la haine du juif qui symbolise cet homme sans terre, cet homme de diaspora qui symbolise depuis le Moyen-Âge le cosmopolitisme. Il y a quand même aujourd'hui l'accumulation d'un certain nombre de repoussoirs en fin de compte dans cette théorie du complot. Je dis la haine de la démocratie et je pense alors justement, voilà, c'est cette question. C'est vraiment une haine de la démocratie. De toute façon, c'est le point commun, c'est le pot commun. C'est la haine de cette confiance que l'on se fait quand on est dans une démocratie représentative, cette espèce de... Ça, c'est insupportable, évidemment, pour les gens qui sont les gens qui sont réceptifs à la théorie du complot, ce sont des gens qui sont mécontents de leur être, de leur sort, et ce sont ce que peut-être que Nietzsche appelle les hommes du ressentiment, qui en veulent au monde entier, qui sont dans la haine. Mais c'est on va citer les ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette émission. Alors d'abord, l'excellent livre de Jean Guinel et Guillaume Dasquier, donc L'effroyable mensonge, thèse et foutaise sur le 11 septembre, ça dit tout. Ce livre est extrêmement pédagogique, je vous le conseille. Et puis, tant de choses ont été dites sur le plateau que Daniel Lecomte a oublié de mentionner un détail intéressant au sujet des participants à cette soirée. Pascal Bruckner et Nicole Bacharan font tous les deux partie du Cercle de l'Oratoire, tout comme Antoine Wittkin, le co-réalisateur de ces 2 documentaires. Le Cercle de l'Oratoire, c'est un groupe de réflexion qui rassemble des intellectuels médiatiques, des journalistes, des chercheurs, qui se sont mobilisés après le 11 septembre pour soutenir l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Irak et réagir à un anti-américanisme qu'ils ressentent omniprésent. Justement, c'étaient les principaux sujets qui ont été abordés lors de cette soirée. D'après Le Monde et Libération, il s'agit d'un think tank néoconservateur, donc plutôt proche des idées de l'administration Bush. Et puis, je voudrais aussi signaler la sortie d'un livre qui vient d'être rédigé sous la direction d'un confrère d'Arte France, le responsable de l'information Michel Taubman.
Michel Taubman, qui est responsable de l'information à Arte Paris, est aussi le fondateur du Cercle de l'Oratoire et le rédacteur en chef de la revue de ce cercle, Le Meilleur des Mondes, où on retrouve Bruckner, Bacharan et Wittgen. Michel Taubman et Pierre Rigoulot. Pierre Rigoulot est un auteur spécialisé dans l'histoire du communisme et membre lui aussi du Cercle de l'Oratoire. Il est également l'auteur d'un livre sur l'anti-américanisme qui lui vaudra une condamnation, un an plus tard, pour avoir inventé de toutes pièces une citation antisémite attribuée à Thierry Meyssan. Meyssan n'hésite même pas à relancer les plus odieuses rumeurs sur la responsabilité du Mossad, car les Juifs avaient été prévenus et étaient peu nombreux dans le bâtiment. Michel Taubman et Pierre Rigoulot, Irak en un autre regard sur un monde en guerre, avec en particulier un article, c'est une contribution de 25 intellectuels français à l'occasion justement de la première année, après l'intervention américaine en Irak. L'ouvrage que présente Daniel Lecomte est écrit presque exclusivement par des membres de la rédaction du Meilleur des Mondes. La couverture du livre fait d'ailleurs habilement le lien entre le 11 septembre et la guerre en Irak, qui était l'un des phares de cette émission. Et donc d'un article en particulier signé Pierre-André Taguieff. Comme on l'aura deviné, Pierre-André Taguieff est membre lui aussi du Cercle de l'Oratoire et le titre de sa contribution au livre se passe de tout commentaire. Néopacifisme, nouvelle judéophobie et mythe du complot, voilà, c'est dans Irak en un autre regard sur un monde en guerre. Voilà, je vous invite bien sûr comme d'habitude. Après cette émission pour le moins orientée, le CSA s'abstiendra cette fois de rappeler à quiconque les principes de l'honnêteté, de l'indépendance et du pluralisme de l'information. Vous auront manqué le moins possible. Moi, ce qui m'a frappé, c'est lors de la publication du bouquin de Thierry Meyssan, que je n'ai pas vraiment aimé, mais qui m'a quand même alerté. Je trouvais que c'était un bouquin intéressant parce qu'il posait quand même une série de bonnes questions. Au niveau des réponses, j'ai trouvé que c'était un peu faible, et un peu trop Paris Match, quoi, disons. Ça, je le dis clairement. Mais les questions posées méritaient au moins qu'on essaye d'y répondre. Or, il n'y a eu aucune tentative. On a discrédité la personne. On a dit, oh, c'est un fou, c'est un ci, c'est un là, c'est un anti-israélien, voire un antisémite, mais sans répondre aux questions posées. Les attaques criminelles perpétrées aux USA le 11 septembre dernier, qui ont fait des milliers de victimes, appellent en effet à une réflexion en profondeur sur les actions à mener pour éviter que de tels actes ne se reproduisent. Au moment de la publication du livre de Thierry Meyssan, Paul Lannoy était président du groupe des Verts au Parlement européen. Sans même en rester à Thierry Meyssan, mais qui est quand même le seul francophone qui est vraiment écrit là-dessus de façon un peu approfondie, si on va rechercher les publications en allemand ou en anglais, qui sont, à mon avis, mieux construites et mieux étayées, et elles ont été traduites en français, mais personne n'en a parlé. Personne n'en parle. Donc la pire chose qui puisse arriver à un livre, c'est que personne n'en parle. Qu'il soit attaqué, le bouquin de Meyssan a été attaqué, il en a vendu des tonnes, hein, mais les autres, les bouquins de Griffin, qui sont pourtant remarquablement argumentés et étayés, moi j'ai eu toutes les peines du monde à les trouver, et quand je les ai trouvés, j'ai constaté que personne ne les connaissait. S'il fallait garder un seul auteur sur la question du 11 septembre et de ses incohérences, ce serait certainement David Ray Griffin. Probably like many of you, I've been discouraged by the fact that both politicians and journalists generally won't touch this story. Depuis qu'il a pris sa retraite de l'université de Claremont en Californie, cet ancien professeur de théologie consacre toute son énergie à la question du 11 septembre. Il a écrit une dizaine de livres très étayés sur le sujet, mais malgré la rigueur implacable de son argumentation, les médias n'ont jamais fait la critique de ses ouvrages, même pour les attaquer ou les réfuter. With the U.S. media, if we mean the mainstream, that is the corporately owned media, I can quote Bill Clinton. I have not had relations with that woman. I've had no relations with the corporate media, with one exception. I was on an MSNBC show that's called Tucker, headed by Tucker Carlson.
Mr. Griffin joins us from Santa Barbara, California. Mr. Griffin, thanks for coming on. You have no evidence that the government's behind 9/11, and I frankly think it's an awful thing to allege, considering it's not true, and you haven't proved that it is. Well, these things have to be determined in terms of evidence, and if you read this book and you read my two previous books, The New Pearl Harbor and then the 9/11 Commission Report, Omissions and Distortions, you will see there are literally dozens of reasons to disbelieve the official theory about 9/11. I'm not proposing a new conspiracy theory. I'm rejecting the official conspiracy theory that we've been given by the government and the 9/11 Commission, and that has been used to justify all the activities that have been going on since 9/11. Look, you don't like American foreign policy. That's fine. That's totally legitimate. I don't like American foreign policy most of the time. I get that, and I'm not in any way questioning your right to complain about the actions of our government. I'm merely saying it is wrong, blasphemous, and sinful for you to suggest, imply, or help other people come to the conclusion that the U.S. government killed 3,000 of its own citizens, because it didn't. He said that what I was saying was sinful and blasphemous. So I wanted to remind him we're talking about Bush and Cheney and Rice, not the Holy Trinity, but he did use that. So I use that as an illustration that this is a religious faith. It's a matter of faith that our leaders wouldn't do such a thing. So I'm exaggerating a little bit to say I've had no relations, but very minimal. There's never been a review of any of my books, 5 of which by this time have already appeared in any of these publications. The word has gotten out mainly through alternative radio. And they have been very receptive. I've done maybe 300 interviews on various alternative radio stations. If we didn't have those and didn't have the internet, we wouldn't have gotten to the point where we are now. And we've actually done amazingly well. Polls show that anywhere from 30 to 50% of the American people now reject or at least seriously question the official story. Mais quels sont donc ces points litigieux qui font douter autant de gens de la version officielle des attentats? Le déroulement des faits tels qu'ils ont eu lieu et toute une série d'éléments qui sont apparus au fil du temps ont montré que la version officielle butait sur des impossibilités. Bon, le fait par exemple qu'on ait trouvé tout de suite le nom des soi-disant terroristes, on a retrouvé un passeport qui traînait là. Il faut déjà être très naïf pour croire à des choses comme ça. For the most part, I don't deal with what really happened. I deal with what really didn't happen, meaning the official story. Which is that these hijackers took over these planes and then somehow outwitted the American defense system and crashed into the buildings, and that crashing into 2 buildings caused 3 of them to come down. But in essence, I believe there was a stand-down order so that the military was told not to carry out standard procedures. And then secondly, that explosives of some sort had been planted to bring down all 3 buildings. Clearly, there were lots of explosions going off, both in the Twin Towers and Building 7. We have abundant witnesses to that, about 200 witnesses for the Twin Towers. En plus, on a eu des indices assez rapidement, d'ailleurs que j'ai évoqué en séance du Parlement, mais de façon extrêmement prudente. C'était le fait qu'il y a eu une sorte de délit d'initié concernant les compagnies d'aviation. Donc, des gens
et à un moment donné réaliser que quelque chose allait se passer, ça me paraissait quand même assez mériter une investigation. Donc lorsque j'avais posé la question au Parlement, personne n'a répondu à ça, personne n'a relevé, on a fait semblant que j'avais rien dit. The movement has gotten very strong in that it used to be that they could ridicule us by saying, well, it's just a bunch of kids on the internet plus an aging theologian. But now we've got all these organizations, Veterans for 9/11 Truth, with a lot of former military officers, some of them pretty high ranking, and Pilots for 9/11 Truth, now a new organization, Architects and Engineers. For many years we didn't have a single architect or engineer who would come out in public and say the official story can't be true. Now we have over 300. And we've got several former CIA and other intelligence officers. So we have people with great credibility now. We have far more names endorsing the 9/11 Truth movement than have publicly endorsed the official story. And yet you still have the public perception that people with practical knowledge about these things support the official story, and only a few kooks support the alternative theory. So the mainstream press has done everything it can to keep this a secret, that we have now all these professional organizations. Pour trouver des experts qui contestent la version officielle, pas besoin de se déplacer très loin. Richard Gage, de l'Association des architectes et ingénieurs pour la vérité sur l'11 septembre, effectue une tournée européenne et ce soir-là, il fait une conférence à l'université de Louvain-la-Neuve. The original theory of 19 hijackers conspiring in a cave in Afghanistan or wherever else is a conspiracy theory in and of itself, including the, which of course includes the towers and them coming down by fire. It's just another theory. It's a theory that doesn't bear the examination of the evidence at all. This is why we have 500 architects and engineers demanding a real investigation on our website, ae911truth.org. We are pointing out the explosive controlled demolition evidence, science-based evidence, and it is very clear. Virtually everyone who looks at it, including architects and engineers, are agreeing with us that this evidence is startling and powerful and factual, and they end up signing our website, our petition. L'association professionnelle créée par Richard Gage attire constamment de nouveaux architectes et ingénieurs. Actuellement, ils sont plus de 1500 à clamer leurs doutes et à demander une nouvelle enquête qui serait réellement indépendante. Ce soir-là, malgré les nombreuses invitations envoyées à la presse belge, aucun média officiel n'est représenté dans la salle. Well, I've done about 50 radio interviews, half a dozen TV interviews, nothing on big media, major media. They are not covering the story. We're demanding that they do, of course. It is a huge story. It's clearly a taboo subject. The reporters know that they can't report it. They're not going after it. They've, I'm sure, been told that this is a non-story. Those who have tried have run into walls and locked doors everywhere they go trying to get this story out. So we have to be our own media. We have to have everybody reporting this in every different way, radio, television, podcasts. It's extremely important until there's enough pressure from underneath. Et de fait, alors que les médias ont à peu près abandonné le sujet, la liste des films sur les zones d'ombre du 11 septembre ne cesse de s'allonger. What happened that day has cast a shadow over just about every area of American life. Now one of the country's best-known journalists,
has said that the American response to the so-called war on terrorism has created a climate of effective censorship in a land claiming to be the home of free speech. The collapse of the building at 5:20 p.m. would cause speculation as to how it fell. Le plus connu et le plus regardé est certainement Loose Change. Réalisé par une équipe de jeunes cinéastes amateurs, ce film a connu plusieurs versions successives, chacune corrigeant les erreurs de la précédente et étoffant le propos. Dans sa version définitive, c'est certainement le film le plus complet sur toutes les incohérences de la version officielle des attentats. Immediately following the first attack, I implemented our government's emergency response plans. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. Si Loose Change est le plus connu, d'autres films sur des sujets plus spécifiques sont tout aussi importants. Thank you. Good night, and God bless America. 9/11 Press for Truth relate la lutte déterminée d'un groupe de veuves du 11 septembre pour une véritable enquête sur les attentats. I want to meet with the NSA, CIA, and the FBI together in one room. Out of the many who were researching on their own, 4 widowed mothers found each other. New Jersey residents Mindy Kleinberg, Patty Casaza, Lori Van Auken, along with Kristen Breitweiser, became known as the Jersey Girls. C'est leur combat qui mènera à la mise en place, très tardivement et à contre-cœur, de la fameuse commission d'enquête sur le 11 septembre. However, the commission report failed to meet many of the family's expectations and concluded that 9/11 was merely a failure of imagination. The percentage of the questions that got answered was very, very low. I'd say maybe 30% got touched upon, 70% didn't. On 9/11, the media started out by doing its job and somehow got waylaid and stopped doing its job. It began reporting solely on the administration and the government's activities. The one thing that I personally was hoping for was another Woodward and Bernstein with regard to 9/11. Anyone that was willing to put their teeth into this. Enfin, Zéro, enquête sur le 11 septembre, est un des seuls films européens et à grand budget qui ait été réalisé sur le 11 septembre. Al primo impatto le 2 torri tremano, e vistosamente anche, ma riprendono subito il loro assetto strutturale. Le film est porté par des célébrités comme Dario Fo, prix Nobel de littérature, ou Gore Vidal, l'une des grandes voix de la gauche américaine, et il a été réalisé par une équipe réunie autour de l'ancien eurodéputé et journaliste italien Giulietto Chiesa. And our government will never tell us. We just kept wait for the French to explain it. Hanno questa organizzazione del male, hanno il capo, Bin Laden, di questa organizzazione del male, hanno una rete segreta in una grotta afghana. Sembra la sceneggiatura di un film di James Bond. Je suis convaincu que si vous cherchez de raconter, l'11 septembre, vous ne pouvez obtenir que des petits résultats marginaux. Il faut le montrer, alors on a décidé de faire un film, et de le montrer, mais pas seulement aux spécialistes, mais de le montrer à ceux qui ne savent rien, c'est-à-dire au public normal. Donc on a conçu le film comme un film pour le public normal, pour le public non informé, pour le public donc du cinéma et de la télévision. On a travaillé dans cette direction, très bien, on a bien formulé la tâche, et avec beaucoup de résultats intéressants. Par exemple, on a montré le film aux organisateurs du Festival international du cinéma de Rome. Je n'avais pas aucun espoir, mais avec ma grande surprise, ils ont immédiatement vu le film, ils ont compris, ils ont regardé le film, et immédiatement ils m'ont dit « je veux le film au festival ». Donc, la première surprise. Alors, vous pouvez passer au Festival international de Rome comme une des pièces les plus importantes. Après, on a fait la presse-conférence et ils ont beaucoup parlé des films. Mais alors, c'était intéressant parce que la critique cinématographique a été très positive,
même sur le contenu du film. Et l'attaque de la censorship, de la censure, est venue après, dans les pages politiques des journaux. Donc c'est évident, c'est une autre démonstration évidente que si on est libre, même les journalistes, s'ils peuvent travailler normalement dans un climat acceptable, ils réagissent normalement, comme ils ont réagi, tous ceux. Mais après, il y a l'intervention politique. Alors vous voyez directement le tabou qui s'exerce systématiquement sur les pages politiques, donc c'est sur les pages les plus importantes. Pourquoi manifester 7 ans après? Mais justement parce que 7 ans après, depuis 7 ans, il y a énormément de gens qui travaillent sur le thème, des simples citoyens, mais aussi des scientifiques, des architectes, des pilotes de ligne. Entre 2004 et 2008, le mouvement pour la réouverture d'une enquête tente en vain de faire parler de lui, et les informations officielles sur l'11 septembre sont rares dans les médias. À part les commémorations annuelles et la publication de nouvelles images de temps en temps, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les médias font l'autruche et la contestation est sciemment passée sous silence. Dans certains cas, l'obstruction active concernant les zones d'ombre du 11 septembre ne relève pas forcément du fantasme conspirationniste. C'était même pas la direction de Canal+, c'était l'agence de presse CAPA qui ne voulait pas faire de sujet sur ce thème. Quand je disais il faudrait quand même faire un sujet sur qu'est-ce qui s'est réellement passé le 11 septembre, la réponse a toujours été non. Pour en savoir plus sur les tabous dans les médias et demander à un expert reconnu son avis sur toute cette affaire, je décide d'aller voir Jean-Jacques Jespers. Ancien présentateur du journal télévisé de la RTBF, la télévision de service public belge, il y a aussi animé une émission hebdomadaire de médiation avant de se consacrer entièrement à sa chaire de déontologie journalistique à l'Université libre de Bruxelles. Il y a une espèce de seuil au-delà duquel le sujet tabou ne sera plus tabou. C'est au fond le buzz, c'est-à-dire le bruit que fait le sujet. Donc pour l'instant c'est un sujet tabou parce que les éléments troublants ou les éléments de remise en question qui ont été découverts et qui ont été diffusés sont diffusés dans un réseau ou avec une extension qui n'a pas encore atteint le niveau au-delà duquel ça devient un événement médiatique qui va être relayé par les grands médias. Mais toute la question est de savoir si ce seuil est ou sera un jour atteint. Et ça n'a rien à voir avec la vérité. Ça n'a rien à voir avec le sérieux de ceux qui font les enquêtes. Ça a à voir avec le système d'élaboration de la crédibilité en matière médiatique. Et ce système d'élaboration de la crédibilité, il est un système en soi, qui est un système de référence, au fond. C'est à l'intérieur de la communauté médiatique que se constitue la crédibilité d'un fait ou d'un événement ou d'une vérité, entre guillemets. Je profite de ma visite pour donner à Jean-Jacques Jespers 2 livres de David Ray Griffin, pour qu'il leur applique son sens critique de journaliste et qu'il me dise ce qu'il en pense. Je le retrouve par la suite pour un nouvel entretien. Tout ce que je peux dire, c'est que ça m'a ébranlé. C'est-à-dire que je considère que les faits qui sont rapportés là et qui sont vérifiables sont de nature à faire se poser de graves questions. Maintenant, je n'ai pas les réponses. Je ne sais pas quelles réponses ces questions peuvent susciter, mais en tout cas, il y a des questions. C'est clair. Il y a des questions sur le déroulement des opérations, sur le timing, ne serait-ce que sur le timing, sur l'attitude d'un certain nombre de personnes dans l'administration Bush, mais aussi dans les différents niveaux de pouvoir concernés. Il y a très clairement des questions, en tout cas des questions, auxquelles la thèse officielle n'apporte pas de réponse, en tout cas qu'elle laisse de côté. Donc je crois que ce serait tout à fait normal et opportun que ces questions soient évoquées et qu'on y apporte des réponses. Mais donc vous pensez que c'est, contrairement à ce qu'on dit, que c'est pas farfelu, que c'est pas à mettre dans la case anti-américanisme, etc. Ces récits-là et ces 2 ouvrages-là que j'ai lus ne sont certainement pas farfelus. Ils sont... Bon, je ne peux pas juger si les faits qui sont... Enfin, les éléments d'analyse qui sont rapportés sont incontestables, mais en tout cas, ça n'a pas l'air du tout farfelu. Ce sont des faits apparemment vérifiables qui sont rapportés
et qui sont de nature quand même à faire se poser des questions assez graves. Hein. Pourtant, les seules fois où les médias abordent les remises en question de la version officielle des attentats, c'est pas pour examiner leurs arguments d'un regard critique, mais plutôt pour les ridiculiser sans même les citer, y compris dans des journaux réputés sérieux comme Le Monde diplomatique. Alexander Cockburn wrote a very kind of a lowbrow attack on the 9/11 Truth movement, referred to us as the 9/11 conspiracy nuts, and attacked me by name, referring to me as the, was it the high priest of the 9/11 Truth movement, or the guru, but some indication like that to suggest that we were basically a religious movement rather than a science-based movement. Il discréditait à coup de dénonciations insultantes tous ceux qui émettaient des doutes sur la thèse officielle, mais il n'avait pas d'argument. Sauf qu'il connaissait un gars qui avait vu à travers la vitre ce qui s'était passé. Enfin, c'était tellement bête que je trouve qu'un journal qui se veut intellectuel et sérieux comme Le Monde diplomatique, là, a dérapé complètement. And my understanding is that according to French law, if you mention somebody by name in a derogatory way, that person has the right to write a response of equal length. And even though one of the leaders of the 9/11 Truth movement in Paris worked very hard to get Le Monde diplomatique to honor the French law in this regard, they didn't respond. So that's pretty extreme, that they're willing to violate French law rather than let me present. Now, I was able to present in the Nordic edition. They did the Nordic edition, printed my response to Cockburn, but the French edition never would. Quelques recherches sur Internet m'apprennent entre autres que l'article du Monde diplomatique était paru en réaction à une série d'articles publiés dans l'édition norvégienne du Monde Diplo et qui exposaient les zones d'ombre du 11 septembre. Je constate aussi qu'en Norvège, les médias ont l'air de parler sans complexe de ces questions, contrairement aux médias francophones. Pour comprendre ces différences flagrantes, nous partons en Norvège pour discuter avec des journalistes qui ont bravé le tabou. À Kristiansand, nous rencontrons Kim Bredesen, le premier journaliste norvégien à avoir remis en cause la version officielle des attentats. When I discovered that this was a subject at all, I was in New York in 2006, in January, with my girlfriend. And we were walking around and was thinking that we might have a look at Ground Zero. So just for, just for crossing it off the list, so to speak, of sites. And when we arrived there, we didn't see anything out of the usual and just wanted to leave at once. But suddenly we saw some people holding up some banners which said 9/11 was an inside job. Well, they proved to be very exciting to talk to, at least some of them. And I was kind of, I think it was quite, I was amused, I guess, by this guy who said that the government or the elite was behind, he said, and he claimed that the towers were not brought down with planes, but with explosives. And I was thinking these people should have been written about for a long time ago, because it was such strong assertions they had to come with. I wrote an interview with Les Jameson. He is the leader of the 9/11 Truth movement in New York. And he, I had a longer interview with him and sent around a copy to, perhaps 20 newspapers in Norway.
I got no reply from 18 of them. I got a harsh reply from one. We don't want this kind of thing in our newspaper, it said. Was a reply from this newspaper here, a regional newspaper, Fedlandsvennen. But at least one reply was positive, and very positive. It was Truls Lie, and he said, well, you want to write a story about this? Go ahead, you have green light. Truls Lie est journaliste culturel et éditeur, et il est aussi le créateur de l'édition nordique du Monde diplomatique. Il en a été le propriétaire et le rédacteur en chef entre 2003 et 2007. I felt this subject was very important after looking into it. There was a lot of, what you say, information that wasn't available, information that was hidden, witnesses that has been told to shut up and don't talk with the publicity. There was so much about the 9/11 thing that I decided to have a series of maybe 3 or 4 articles with my journalist Kim Bredesen. And so through 3 numbers of Le Monde Diplomatique we were digging into this topic, and that was my decision. And we also translated for internet into English some of these articles, yes. I was contacted by this Voltaire magazine or this internet site to publish this in French. And then I felt it was normal to contact Le Monde Diplomatique. So I told them, actually I sent them this mail where I was in a way a little, proud to say that to them that there was a big interest in France about our topic here up in Norway. So I was maybe thinking that they were saying this is fine, but I got this opposite answer that this was, I don't remember all the what was said in that mail several years ago, but I was very surprised from Le Monde Diplomatique in Paris. The reaction was that total negative about this, and it told me to don't publish this in France. So I had to say no to Voltaire because of this very harsh reaction from Maurice Le Monde. Malgré nos demandes répétées, la rédaction parisienne du Monde diplomatique n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. I felt this to be a critical mind, to be independent and think for yourself, and to be reflective. You have to go into this. It's the main event that had been happening in the last years, and it changed the whole political order. So why hasn't any of the main media actors in Norway picked this up? Two years later, Stavanger Aftenblad picked it up and had a serial of 3 or 4 articles, maybe based on Kim Bredesen and us. Le débat en Norvège n'est donc pas aussi ouvert que je l'imaginais. Mais au moins certains journalistes de la presse traditionnelle se sont intéressés au sujet sans a priori, et une ébauche de discussion a même eu lieu dans la presse. Direction Stavanger, un port pétrolier de la mer du Nord, dans le sud-ouest de la Norvège. Le Stavanger Aftenblad est un quotidien régional important, comme la majorité des grands journaux norvégiens. Au siège du Stavanger Aftenblad, nous avons rendez-vous avec Kristin Allen, qui a étudié les zones d'ombre du 11 septembre de manière approfondie et qui y a consacré de nombreux articles. Au départ, rien pourtant ne l'a destinée à s'intéresser particulièrement au 11 septembre. Well, it started almost by an accident. I was in England last year in August of 2007, and I picked up the newspaper The Independent and found a commentary by the Middle East correspondent of that paper, Robert Fisk, and he wrote a very interesting commentary called Even I Question the Truth of 9/11. What I found in that article I found very peculiar because he asked some questions that I never before had heard about, because I was, as everyone else in Europe and in the Western world, quite sure that the American explanation about 9/11
well, that was the real one, the acceptable one, the true one. But Mr. Robert Fisk, he asked suddenly some questions that he called scientific questions about some of the things that had happened, like how is it possible for the Twin Towers to just fall completely down in 8 to 11 seconds, even if the heat from airplane fuel can never be that large so that steel beams could melt. Oh, I thought, I never heard about this. And he also put the question about the World Trade Center building number 7. And I thought, World Trade building number 7? I never heard about this building. Well, it also fell down on the same day. So I thought, well, these are a lot of questions, but I don't believe these can be true. And I had to really ask myself, well, there can't be any motive for the Americans to have done all this kind of secret things, so I don't believe in this. I was intrigued when I read Michael Moore's book first. I saw all these things I didn't know, and he used mainstream sources. He used newspaper articles from the New York Times. So it's obviously he was picking his information from sources that usually are regarded as reliable. Sven Egil Lomdal est un poids lourd du journalisme norvégien. Il est journaliste depuis l'âge de 18 ans et il a été président du syndicat des journalistes norvégiens et du Conseil de la presse de Norvège. Il a aussi fait partie du comité exécutif de la Fédération internationale des journalistes et il a travaillé à l'UNESCO sur des questions de liberté de la presse. En 2009, il a obtenu le prix du Stylo d'or qui récompense chaque année un journaliste norvégien pour son travail. So I had this in the back of my head. I knew there was something about the events that wasn't properly answered. So I was in September last year very skeptical. I thought it was rather a stupid thing to discuss. But I did go to my editor and say I could at least write an article about this phenomenon that people at all do discuss, 9/11. So I did write an article and mentioned some of the questions that the 9/11 Truth Movement have put up. And I thought that was it. And this coincided with me getting a letter and a CD from 2 local civil engineers saying that within their field there are lots of people asking questions to the physics. And that intrigued me even more, and I started to watch these movies, Loose Change and other, and I thought, okay, there is something going on here that we should actually look into. So I wrote this piece saying there is a huge debate, there is an alternative media scene which we cannot just ignore. We have to look into. Some of it may be cranky, some of it may be pure lunatics, but there are too many people and there are too many educated people and there are too many people who are really risking something going into this debate to ignore it. So what I tried to do was actually to waken up my colleagues to say that this is a legitimate field of journalism. La chronique de Sven Egil Lomdal a été publiée dans 4 grands quotidiens régionaux et elle a atteint plus d'1 million de lecteurs. I think the natural journalistic instinct would be what here we have in our local community 2 engineers who ask these questions. Shouldn't we interview them and ask why do you discuss this? Why do you question the truth of 9/11? So I proposed to do that interview. At that point I suddenly got a red light from the editor-in-chief highest up who said, no, I don't want to have any more discussions, any more questioning of this in the paper version. Now Sven Egil Lomdal, who is the editor-in-chief of the internet version, he said, well, Kristin, but you can do the interview for the internet version that we have.
Okay, so I was in this very peculiar situation that one editor says red light for doing this, the other says green light. L'interview des deux ingénieurs sera le début d'une très longue série d'articles sur de nombreux aspects de la question du 11 septembre. I have to point out that in nothing I have written, I have taken any standpoint. I only try to show the questions that could be put, and I have not made up my mind whether these people who question, if they have found the truth. I do not know what has happened on 9/11. But I defend the right as a journalist to discuss it and ask the questions. I thought actually that there was a European discussion on this. I knew there were written books, I knew there was a French bestseller just after the events. So I was under the impression that there actually is an international discussion on what's going on here. It was not before I started writing about it and reading about it that I saw, well, there is a discussion, but it goes on in terms of books and on the internet. It's not in the newspaper, it's not on mainstream TV channels. And that was even more intriguing as I write a weekly column on media, to see how media suddenly has unanimously decided that we won't touch this. And I also saw on the reactions I got to my column, which were more than almost any other column I've written. There were hundreds and hundreds of mails. And the angry mails came also from colleagues who felt that I was making a fool of myself, bringing this into the public domain. While there were engineers, there were researchers, there were lots of people who said, finally someone who wants to discuss these things. So that surprised me, really did. Quand les médias francophones se réveillent enfin de leur torpeur, c'est pas pour se poser des questions sur les événements du 11 septembre. Bonsoir et bienvenue, on est très heureux de vous accueillir dans les bureaux de Jeudi Investigation. Ce que vous allez voir, ça ressemble à de l'info, ça a la couleur de l'info, mais c'est de la pure intox. Mais c'est pour attaquer une nouvelle fois ceux qui doutent et qui deviennent apparemment trop bruyants pour être ignorés. Cette autre vérité sur le 11 septembre, ils ne l'ont pas vue à la télévision ou à la une des journaux, mais sur Internet. Si la thèse du complot intérieur se répand... Le documentaire de Jeudi Investigation, qui a été réalisé par Stéphane Malter, s'attaque aux prétendus conspirationnistes en les réduisant au seul film Loose Change, le documentaire le plus regardé, mais qui est loin d'être le seul film, et dont les informations ne représentent pas grand-chose à côté de tous les livres détaillés qui ont été écrits sur le sujet. Loose Change aurait été téléchargé près de 100 millions de fois. C'est dans une chambre typique d'ado que vit et bosse le créateur de Loose Change. Sous ses ordres, toute une tribu de jeunes s'active à plein temps. Selon ce film, les tours auraient été détruites par démolition contrôlée. Autrement dit, ce sont des explosifs placés à l'intérieur qui auraient provoqué leur chute. On n'est pas les seuls à dire ça, on a juste fait un film, nous. Stéphane Malter s'attarde assez peu sur les faits exposés dans Loose Change. Des vestiges qui ont subi pendant de longs mois toutes les tortures. Il en aborde une petite poignée parmi les moins saillants qu'il tente de réfuter sans vraiment les démonter. À l'en croire, il n'y aurait aucun doute possible sur le scénario du 11 septembre. Les conclusions ne laissent place à aucun doute. Les tours invincibles ont été terrassées par 2 Boeing transformées en armes de guerre. Indignée par ce reportage, l'association Reopen 9/11, qui milite en France pour une réouverture de l'enquête, a réalisé une vidéo dans laquelle elle répond point par point à Stéphane Malter. Reopen a fait un décompte des points abordés dans son reportage.
Néanmoins, sur la totalité des points abordés par le documentaire Loose Change, seulement 4 seront détaillés par Stéphane Malter, sur un total de 63. Et rappelons que parmi tous ces points soulevés par Loose Change, aucun ne met en cause Israël, les Juifs ou une quelconque participation du Mossad. Ce que le public ignore, c'est que les sources de Loose Change sont sulfureuses. En effet, Stéphane Malter semble lui aussi obsédé par l'angle de l'antisémitisme. Le film s'appuie ouvertement sur les articles d'American Free Press. Diffusé à 100 000 exemplaires, c'est l'une des plus influentes publications d'extrême droite aux États-Unis. Depuis 2001, American Free Press a publié des centaines de pseudo-révélations sur le 11 septembre. Selon Willis Carto, le gouvernement Bush n'est pas seul responsable. Aucun doute, Israël était de mèche. Sur le web, le site d'un certain Eric Schmidt. Des thèses antisémites liées au 11 septembre, négationnistes sur les camps de concentration, personnalité délirante, Schmidt n'est autre que le père fondateur de la théorie de la destruction des tours jumelles avec des explosifs. Le blogueur n'a, semble-t-il, qu'une seule obsession. Tous les journalistes sont des juifs sionistes. Vous avez par exemple Mike Wallace de CBS. Ce n'est même pas son vrai nom. Ils changent souvent leur nom pour passer inaperçus. Parmi les sources de Loose Change, Stéphane Malter en a sélectionné 2, American Free Press et Eric Schmidt. Elles ont beau être à la fois marginales par rapport à l'ensemble des sources et caricaturales dans leur antisémitisme, ce sont pourtant les seules dont il parlera. Mais selon Stéphane Malter, si on creuse vraiment sur les sources d'information de Loose Change ou des théories conspirationnistes autour du 11 septembre, on s'aperçoit que les fournisseurs d'infos, enfin une grande partie des fournisseurs d'infos, sont liés à des mouvements antisémites et d'extrême droite. Mais je pense qu'il y avait très clairement un plaidoyer, quoi. C'est-à-dire que les éléments qui pouvaient venir à contre-courant de ce qui était défendu comme idée centrale étaient systématiquement sous-évalués ou en tout cas déformés aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire que très clairement le propos de Stéphane Malter était de montrer que ceux qui mettent en question la thèse officielle sont justement des gens qui cherchent à manipuler. Avant de dire que ceux qui sont adversaires de la thèse officielle sont des manipulateurs, peut-être faut-il examiner leurs arguments et voir si ils sont recevables, quoi, tout simplement, s'ils sont fondés. C'était pas le cas. Il y a aussi quelque part un amalgame, c'est-à-dire moi je ne doute pas qu'il y ait des gens qui soient manipulateurs, qui se servent de cet outil-là, mais il l'étendait un peu à toutes les personnes qui doutent. C'est ça, donc il est facile de discréditer la thèse, une thèse, en prenant ceux qui la défendent d'un point de vue tout à fait extrême. Il est facile de discréditer l'islam à partir des islamistes. Voilà, il est facile de discréditer l'altermondialisme à partir des casseurs qui cassent tout chaque fois qu'il y a un sommet du G20. Voilà, c'est un peu le même raisonnement qui était à l'œuvre, je crois, dans ce reportage. Pourtant, le film de Stéphane Malter a tout de même un mérite. C'est le seul qui ait donné la parole à David Ray Griffin, qui est unanimement reconnu comme le meilleur spécialiste de la question. Son nom ne vous dit sans doute rien. Et pourtant, ce professeur de philosophie à la retraite est devenu célèbre du jour au lendemain grâce à un best-seller sur le 11 septembre. Résultat, le prof a même été embauché comme consultant par le réalisateur de Loose Change, apparemment en quête de respectabilité. Je n'ai aucun point de désaccord fondamental avec la dernière version de Loose Change. Ça ne veut pas dire que j'ai obtenu tout ce que je souhaitais. Mais désormais, une chose est sûre, personne ne pourra y trouver la moindre erreur. Vous le faites gratuitement? Non, ils m'ont proposé de l'argent. Combien? Ce n'est pas un sujet sur lequel je souhaite m'exprimer. On retrouve dans ses livres, cités comme source d'inspiration, Thierry Messant, le français, ou encore Eric Schmidt. Outre le fait que Griffin a écrit beaucoup plus qu'un seul best-seller,
Les remerciements à Hufschmid dans son premier livre datent d'une époque où ce dernier n'avait encore jamais tenu le moindre propos antisémite. Interrogé sur cette référence, le prof se défend de tout antisémitisme. S'il y a bien une chose pour laquelle j'ai été critiqué au sein du mouvement, c'est justement de ne pas mettre en cause les Juifs. À entendre le prof, le mouvement du 11 septembre serait largement infiltré par des militants antisémites. Au total, David Ray Griffin se sera donc vu accorder un temps de parole de 37 secondes dans les médias francophones, et uniquement pour lui demander combien tout cela lui a rapporté, et pour lui faire dire que son mouvement est antisémite. La carrière américaine de Marion Cotillard est-elle compromise? En tout cas, une semaine seulement après avoir reçu l'Oscar, la comédienne française se retrouve au cœur d'une polémique à Hollywood. La presse a ressorti des propos tenus l'an dernier où elle mettait en doute la version officielle des attaques du 11 septembre ou encore des premiers pas de l'homme sur la Lune. Nathalie Ether. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Les seules voix dissidentes qui franchissent le filtre médiatique et qui sont entendues sont celles des people. Quelques heures auparavant, Marion Cotillard... Parmi les stars francophones, c'est Marion Cotillard qui ouvre le bal avec des interrogations un peu légères. Je pense qu'on nous ment sur énormément de choses. Comme le 11 septembre. Est-ce que l'homme a vraiment marché sur la Lune? Moi, j'ai eu pas mal de documentaires là-dessus, donc ça, je m'interroge. Cette vidéo a été visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois sur différents sites internet. Il faut dire. Elle est suivie de près par Jean-Marie Bigard, mieux informé mais guère plus prudent dans son propos. On commence à penser très sérieusement que ni Al-Qaïda ni aucun Ben Laden n'a été responsable des attentats du 11 septembre. Il y a un mec, David Ray Griffin, fait des conférences en ce moment aux États-Unis. C'est hallucinant. Si vous regardez ça, vous ne croyez plus jamais à rien. Ils ont provoqué eux-mêmes, ils ont tué des Américains. Leurs déclarations font immédiatement scandale. Elles ne restent pas sans conséquences pour leurs auteurs. Voilà. Et le lendemain, tsunami. J'ai Libé qui titre en première page Bigard nie le 11 septembre. Il me traite de révisionniste. Attention, c'est-à-dire on passe de ma personne qui nie 2801 familles endeuillées là, à une personne qui nie 6 millions de juifs brûlés pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est super grave. Vous avez dire reçu que j'ai reçu notamment 3 menaces de mort, donc on va te buter toi et ta femme, que je suis interdit d'Europe 1. Je suis quand même un poids lourd des comiques français. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu dans l'histoire, je suis interdit de ce grand média qui est Europe 1. Mais au moins les sorties des people ont le mérite d'ouvrir le débat. Timidement, les médias commencent à parler un petit peu des hypothèses alternatives sur le 11 septembre. Bienvenue dans le débat de France 24. Alors je le dis tout de suite, le but de ce débat n'est pas du tout de mettre sur le même plan ces théories avec l'explication des événements de ce jour-là qui est étayée par des faits concrets, des témoignages, mais plutôt de se demander pourquoi ces thèses conspirationnistes ont tant de succès. Nous faisons ce débat ce soir parce que la vérité ne doit pas avoir peur de quelques illuminés, parfois animés par des partis pris politiques ou des obsessions assez évidentes. Je vous présente les invités du débat. Antoine Wittkin est journaliste, documentariste, écrivain. Il est l'auteur notamment des Nouveaux imposteurs, paru aux éditions de La Martinière. C'était aussi un documentaire. On ne présente plus Antoine Wittkin, membre du Cercle de l'Oratoire, et auteur des 2 documentaires d'Arte qui faisaient l'amalgame entre remise en cause de la version officielle et extrémisme politique, et dont il a également tiré un livre. Eric Margolis est journaliste américain, éditorialiste à Toronto Sun notamment, et c'est un spécialiste du Moyen-Orient, en particulier de l'Afghanistan. Eric Margolis, qui défend encore la version officielle lors de ce débat, déclarera 2 ans plus tard sur son site internet qu'on ne connaît toujours pas la vérité sur le 11 septembre et que la version officielle n'est pas crédible. Et Atmo, c'est un nom de scène. Voilà, tout à fait. Voilà. Je suis un artiste, donc c'est un nom d'artiste. Un nom d'artiste qui est membre de l'association Reopen 911. C'est la première fois qu'on voit apparaître sur un plateau un représentant de l'association Reopen 911 qui demande la réouverture de l'enquête. Et puis, je pense que vous avez pu quand même sentir le schisme qui est de plus en plus latent entre les spectateurs, commentateurs sur le net et les médias qui effectivement n'osent pas prendre de risques, vous l'avez dit vous-même. Voilà, il y a quelque chose qui est manifeste. Il n'y a pas de risque, hein, je veux dire, c'est pas risqué. Est-ce que vous prenez des risques en abordant ce sujet-là ce soir? Moi, j'ai pas l'impression de prendre des risques. Voilà, ma tête n'est pas sur le bio, il n'y a aucun problème. Ça tombe bien, mais moi je n'en prends aucun non plus. La tête de Sylvain Attal n'est pas sur le bio, mais c'est celle de Grégoire Degnaud, son rédacteur en chef, qui tombera 6 jours plus tard lorsqu'il sera mis à pied avant d'être licencié, au moins en partie pour avoir autorisé l'organisation de ce débat.
Selon le Canard enchaîné, l'Élysée n'aurait pas du tout apprécié cette initiative. Au même moment paraît un livre du journaliste Éric Reynaud qui s'intitule 11 septembre, les vérités cachées et qui conteste la version des attentats telle qu'on la connaît depuis 8 ans. Alors on sait que cette contestation a lieu massivement sur Internet, mais il est très très rare qu'on l'aborde dans les médias ou que des livres fassent parler d'eux. Mais la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit mettre ça en débat et est-ce que cela a de l'intérêt? Mathieu Kassovitz. Je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 et la version officielle qui a été donnée par les Américains est obligatoirement questionnable. Il faut absolument se poser la question. Internet, je pense, est le dernier et le seul endroit où ce sujet est actuellement débattu. Et il est mis en déni par des journalistes officiels qui, effectivement, ont peur de se rendre compte qu'eux n'ont pas cette liberté de parole. Parce que c'est hallucinant que les choses ne soient pas questionnées plus que ça. Lorsque Mathieu Kassovitz s'ajoute à son tour à la liste des people qui expriment leurs doutes, il récolte lui aussi ce qui avait été semé par les émissions de Daniel Lecomte, Antoine Wittkin et Stéphane Malter. Dernier mot, Marine Karmitz, qui n'est pas intervenue sur ce sujet. Moi, je pense que le conspirationnisme débouche sur quelque chose d'extrêmement grave, c'est le négationnisme. Négationnisme, c'est-à-dire les gens qui disent les chambres à gaz n'ont pas existé. Et on est dans cette filiation et que c'est extraordinairement dangereux. C'est très grave de comparer les gens qui se posent des questions sur un événement qui est extrêmement troublant et auquel les versions officielles n'ont pas répondu à des gens qui se posent la question sur les chambres à gaz. Je ne suis pas un négationniste. Non, mais écoutez, écoutez, les millions de personnes qui se posent la question, qui sont les familles des victimes, qui sont les pompiers, qui sont les 700 ingénieurs, qui sont les milliers de pilotes, ne sont pas des négationnistes. J'ai entendu ça déjà avant, et j'espérais ne pas l'entendre ce soir. C'est terrible d'entendre ça parce que vous, en disant ça, nous mettez dans une position où on n'a pas le droit de se poser la question. On ne parle pas de conspiration, on parle juste de la façon dont l'événement et la journée la plus importante de notre siècle, et qui a été la plus médiatisée, les réponses n'ont pas été données. Regardez les dossiers, regardez les images filmées à l'époque, dans leur longueur, regardez ces documents-là et faites-vous votre propre conclusion. Mais ne dites pas que les gens qui pensent à ça sont des négationnistes ou travaillent à la solde des néo-nazis. Ce sera le mot de la fin, pardonnez-moi. Bien au contraire, ce ne sera que le début. Le mouvement est lancé et tous les thèmes cités précédemment se retrouvent dans la bouche des perroquets qui peuplent les médias, l'antisémitisme, le négationnisme et la libre information sur Internet. Encore une fois, sur le fond, Marine Karmitz a raison, parce qu'il y a eu un nombre de livres et de documentaires qui nous prouvent qu'effectivement c'est la pire extrême droite américaine antisémite qui est la plus grande partisane de cette théorie du complot. Donc il a raison, Karmitz. Et derrière ça, on s'aperçoit qu'il y a des associations d'extrême droite qui sont aussi derrière certains sites internet avec une dénonciation des États-Unis, mais aussi d'Israël. Il y aurait un complot juif et américain contre, bien sûr, les Arabes. Donc ça va très loin. C'est derrière le propos de Bigard, qui aurait mieux fallu effectivement qu'il se taise ce jour-là, Bigard, mais derrière, il y a une grosse manipulation. Il faut faire attention à cette manipulation. La thèse du complot sur cette affaire du 11 septembre, c'est de dire également que les Juifs avaient fait... Non, il ne l'a pas dit, mais quand il dit... Il ne l'a pas dit, j'entends bien ce que vous dites qu'il ne l'a pas dit, mais quand il reprend cette thèse-là en disant que ce sont les Américains, on peut en déduire que ce sont les Américains et les Israéliens, parce que c'est bien ça la thèse. Il y a un mot pour ça, révisionniste, et fier de l'être, car Kassovitz vante la liberté de débat sur Internet et dénonce la lâcheté des journalistes officiels. Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur Internet? Je pense à tous ces sites, genre débile.com, maboule.fr, vous savez, où ils ont des théories vaseuses, conspirationnistes, sur le quoi il n'y a pas eu le 11 septembre, je sais pas quoi. Il paraît que les thèses consistant à nier la réalité des attentats du 11 septembre convainquent à peu près 10% de la population française, ce qui, sauf leur respect, fait quand même un sacré paquet de sales cons. Tout ce petit monde parle de plus en plus fort au nom de la liberté d'expression et Internet est l'égout idéal où circule toute cette pourriture. Toutes ces invectives me rappellent par contraste les analyses dépassionnées des journalistes norvégiens du Stavanger Aftenblad. This is a taboo. And when you touch a taboo,
you met either with utter silence or with very strong, violent, emotional response. If you bring them another controversial theme, you have rational debate. You may have strong arguments, but it's rational. When you touch a taboo, arguments always get very emotional, and they try to categorize you. They try to put you outside the playing field. And I think that's, some people try to do that with Christine, say that you have excluded yourself from the trade. It's silly. It's actually silly. It's people who don't want to ask basic questions who exclude themselves. It should never be wrong for a journalist to ask questions. We may be criticized for giving stupid answers, but we can never be criticized for asking questions. That's the core of our trade. I think I do understand the emotional reaction, because I can remember my own reaction. That is, it is so horrible to even think the thought that anyone else than Al-Qaeda and Osama bin Laden did the whole terrible attack. If there is even only a few people in the United States who knew about this attack and did allow it, I think the emotional impact of even thinking that idea is so terrible that I must admit that I, at times when I have been reading all this stuff, have had a hard time to even sleep at night, because I think it is awful. And that is why I think it is in our own psychology almost forbidden to think that idea and to put it up in the light. Je crois que le journaliste aujourd'hui, qu'il soit journaliste d'investigation ou non, il est un peu comme tout le monde. Il est consommateur de médias d'abord. Il est consommateur de cette espèce de consensus médiatique et de tout ce que ce consensus médiatique produit comme image du monde, comme cadrage du monde, comme framing. Ça, c'est un concept extrêmement important. Et donc, il est victime de ce framing, de ce cadrage, et il se situe, et en plus ses supérieurs hiérarchiques le poussent à se situer par rapport à ce cadrage-là. Eh bien, je pense que la plupart des événements que nous percevons aujourd'hui, et la manière dont nous les percevons, on les perçoit à travers ce cadrage. Et ce cadrage, il est déterminé en grande partie par le marché. C'est-à-dire ce sont les sujets qui marchent, les sujets dont tout le monde parle, sur lesquels on va investir. Donc là, je crois qu'on est dans une situation où le droit de savoir, le droit à l'information, qui est un droit fondamental, reconnu par les textes internationaux, reconnu par tout le monde, est en train de s'effilocher. On a de plus en plus l'impression que les médias ne sont plus des moyens d'informer, mais des moyens de créer une espèce d'ambiance favorable à la vie dans la société de consommation que nous sommes. Et donc, moi je pense que cette évolution, elle est due à un changement profond de nature de ce que le journaliste considère comme étant sa place dans la société, son positionnement dans la société. Il y a une sorte de prolétarisation où les journalistes se considèrent comme des exécutants d'un projet éditorial, ont de moins en moins prise sur ce projet éditorial. Et le projet éditorial, c'est vendre. New York, pointe sud de l'île de Manhattan. Pour ce qui est de vendre, le reportage de Stéphane Malter a eu son petit succès. Diffusé 2 fois en prime time sur Canal+, il a aussi été acheté par la RTBF, la télévision de service public belge, pour être diffusé dans l'émission d'investigation Questions à la Une, qui propose généralement des enquêtes plutôt bien faites sur divers sujets de société. L'atterrissage d'Apollo sur la Lune, c'est encore les juifs sionistes. Ce sont les producteurs d'Hollywood qui ont tout mis en scène. Interpellé par la diffusion de ce reportage par la télévision de service public de mon pays,
je cherche à interviewer un responsable de ce choix. Allô? Oui, bonjour, c'est Bruno Clément. C'est moi. Oui, bonjour, Olivier Thément, c'est l'appareil. Je te téléphone parce que je prends rendez-vous avec Bruno Clément, le présentateur et responsable de Questions à la Une, que j'ai vaguement connu pour avoir partagé avec lui les bancs de la faculté de journalisme de l'ULB. Moi, ce que je fais, c'est mon métier de journaliste et je me rends compte que la version officielle n'est pas fidèle à la réalité. Et moi, journaliste, c'est ça que j'essaye de faire passer. Oui. Mercredi à vendredi, entre 10h et 17h, c'est bon. Ok, super. Ça va, ça laisse beaucoup. Le jour dit, alors que l'équipe de tournage est déjà sur les lieux du rendez-vous, Bruno Clément se désiste brusquement par téléphone. Néanmoins, il accepte de me fournir des explications de vive voix. Inspiré par les méthodes d'investigation de Questions à la Une, je pars à sa rencontre avec un micro caché. Écoute, désolé, soyons clairs, moi j'ai pas envie d'apparaître dans un truc qui va parler de la soi-disant théorie du complot. C'est pas du tout ça. Tu vois, tu connais même pas le sujet du film en fait. Ouais, attends. Le sujet du film, tu l'illustres parfaitement. C'est l'absence de toute sérénité des médias traditionnels quand on aborde le problème de n'importe quelle remise en question de la version officielle du 11 septembre. Comment ? J'ai déjà envie d'arrêter. Pourquoi tu as déjà envie d'arrêter ? Parce que déjà démarrer en disant l'absence de sérénité des médias traditionnels, ça me fait chier, honnêtement. Et c'est pas serein ça C'est pas serein, si tu as envie de le dire, tu dis que je suis pas serein, mais j'ai pas envie de répondre à une interview. Désolé. Mais moi ce qui me gêne là-dedans aussi... Ça va, mais ça me casse les couilles. Ça te casse les couilles, hein ? Non, mais vraiment. Parce que il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Je paye aussi les impôts qui... Tu rigoles ? Mais est-ce que la notion de service public ne te... Mais attends, viens t'asseoir, quoi, c'est quoi cette histoire ? C'est du délire, ça. Est-ce qu'un journaliste de service public n'a pas un tout petit peu de compte à rendre sur son travail ? Ça va ? Tu peux le dire si tu veux. Et dans toute représentation, il y a fiction. Franck Istas, également membre de l'équipe de Questions à la Une et qui accompagnait Bruno Clément ce jour-là, m'oriente vers Yves Tirant, ancien présentateur du journal télévisé. Il a également été le directeur information et éthique de la RTBF. On ne doit pas essayer d'être objectif, parce que l'objectivité, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui dépasse la capacité nécessairement subjective d'un... Il paraît qu'il s'intéresse de très près au 11 septembre. Et je crois que c'est ce mot-là qu'on a le plus essayé de mettre en avant à la RTBF, c'est l'honnêteté de la démarche journalistique. Je discute avec lui pendant 1 heure dans son bureau du boulevard Reyers, mais il finit par refuser ma demande d'interview et il me renvoie au sommet de la hiérarchie de l'info, chez Jean-Pierre Jacquemin, le directeur de l'information de la RTBF. Vous dites qu'il y a un problème. Quel est le problème alors ? Vous êtes au courant qu'il y a une contestation de la vérité officielle. C'est ça ma question. Il y a des contestations de ce qui paraît être à la fois une vérité officielle, étayée par un certain nombre de faits qui peuvent être considérés comme des vérités journalistiques. Des avions ont percuté des tours à New York. Il a peut-être été plus rapidement mis en avant par certains que l'avion sur le Pentagone, tiens c'est bizarre, on n'avait plus trouvé de débris, il y a des questions qui sont posées, qui ont été relayées dans nos informations, mais par rapport à un flot d'informations que je dirais plus étayé ou étayé par l'ensemble des médias, c'est clair que ces informations-là dont vous dites que pour vous elles posent problème parce qu'elles n'auraient pas été relayées, elles ont pris une proportion moins importante, ça c'est très net. Mais est-ce que c'est un problème ? Moi, je ne le crois pas. Pourquoi est-ce que je viens maintenant vous voir, vous, à l'RTBF ? Parce que Questions à la Une a diffusé, et c'est le seul son de cloche que les téléspectateurs de la RTBF ont eu au sujet de la remise en question du 11 septembre. Non, ce n'est pas vrai. Alors, vous me dites qu'il y a eu un documentaire qui est passé sur plusieurs chaînes, et sur la nôtre, ce n'est pas une façon de nous le donner, on l'a pris, on est éditeur responsable, on a décidé de le diffuser, qui a porté un son, mais nous avons à plusieurs reprises, depuis 8 ans, relayé le fait que certains remettaient en cause les choses. Donc ce n'est pas ce Question à la Une qui vient uniquement pour dire on ne nous a parlé de rien. Dans quel cadre des documentaires dans les cadres de JT, dans le cadre d'émissions comme Face à l'info, parfois dans le cadre d'émissions de prime time comme Matin Première. Vous m'avez demandé de pouvoir m'interroger
sur base, vous avez diffusé un documentaire qui, selon vous, émet une thèse partisane. Je vous réponds que pour moi, ce documentaire est un documentaire étayé anglais sur un certain nombre de gens qui remettent en cause le 11 septembre. Et je vous dis, ça ne veut pas dire que la RTBF, dit que tous les gens qui remettent en cause le 11 septembre sont des négationnistes ou des conspirationnistes. Je vous dis que la RTBF n'a pas diffusé que ce documentaire-là pour informer son public et a déjà parlé de réseau Voltaire au moment où le bouquin de Messiaen est sorti. Il y a des sondages d'opinion qui se font aux États-Unis qui montrent qu'entre un tiers et la moitié des gens pensent que, de façon plus ou moins fondée, là n'est pas la question, pensent qu'il y a des zones d'ombre qui font penser que Al-Qaïda ne serait peut-être pas, etc. C'est quelque chose que je ne vois relayer que de façon, rassurez-vous, ce n'est pas vrai. Notamment à travers ce documentaire de Malter, dont le message était ceux qui remettent ça en cause. Énervé d'avoir été baladé à gauche et à droite, et pas toujours avec courtoisie, c'est à mon tour de perdre un petit peu ma sérénité et j'en oublie de laisser répondre mon interlocuteur. Je peux vous dire que dans les faits, ce n'est pas vrai, et c'est quelque chose que je ne vois pas relayer à l'RTBF. Je me demande simplement pourquoi, c'est ça le but, le sens de ma démarche. Le sens de votre démarche. Donc d'essayer de voir pourquoi la RTBF ne relaye pas votre thèse. Par exemple, régulièrement, encore récemment, il y a des scientifiques qui font des conférences, et qui viennent en Belgique même, qui font des tournées de conférences, qui sont le fondateur du mouvement des architectes et des ingénieurs, qui a vraiment un discours extrêmement construit, étayé, etc. Il vient en Belgique, David Ray Griffin vient en Belgique. Je n'ai jamais vu un journaliste à ce genre de conférence. Il n'y a pas une certaine curiosité qui manquerait de ce côté-là? Non. D'abord, on ne peut pas assister, à toutes les conférences. Deux, c'est vrai que nous sommes dans l'actualité, accrochés à l'actualité et à ce qui se passe. Mais pour autant dire que nous occultons les thèses qui disent quoi, que le 11 septembre ne s'est pas tout à fait déroulé tel que la version le dit, que les tours se sont peut-être écroulées sur base d'explosions. Enfin, quand vous me dites... Oui, mais quand on ne dit pas tout à fait, c'est pas du tout. Je veux dire, il ne s'agit pas d'une nuance. Mais simplement, pour revenir à ce que vous disiez, c'est quelque peu déroulé différemment. Terme, si vous voulez bien l'interview, parce que c'est pas une différence de détail, quoi. C'est une différence énorme. S'il y a effectivement une application militaire américaine, c'est pas une différence de détail et c'est pas un truc qui laisse les gens indifférents. Je suis désolé. Vous êtes venu interroger le directeur de l'information de la RTBF sur la manière dont la RTBF. Oui, mais je suis curieux de votre opinion aussi. Mais vous n'avez pas besoin de mon opinion là-dessus, je n'en ai pas. Okay. Aucune. Voilà où on en est 10 ans après. Le directeur de l'information du service public n'a pas d'opinion sur l'événement le plus important de notre jeune siècle. Près de 50 ans après l'assassinat de John Kennedy, dont on ne connaît toujours pas les vrais coupables, près de 40 ans après le scandale du Watergate qui fut un triomphe du journalisme d'investigation, et malgré la surabondance des médias, de l'information et des technologies de la communication, le 11 septembre demeure toujours entouré de mystères. Ceux qui tentent d'égratigner le vernis de la version officielle sont associés aux pires épouvantails de notre époque. Ceux dont c'est le métier de creuser plus loin préfèrent se cacher la tête dans le sable et répéter en chœur des clichés disqualifiants. En attendant, ce sont des criminels. 10 ans après, on en est là. Quand un journaliste fait son travail à fond et sans préjugés, il ne passe plus inaperçu. I still get reactions now, months after. And I know it's been translated to English and posted on various websites. And I get mails from many countries asking, well, usually they want to argue or they want to ask questions on where to find more information or thanking me. And I think that's the most sad, that you actually have to thank an editor for raising the questions, because actually it's a bit surprising. Ça a la couleur de l'info, et c'est de la pure intox. Nous sommes tous des Américains. Je serais très étonné que le président Chirac dise autre chose. Quoi, que le 11 septembre n'est pas tout à fait déroulé tel que la version le dit. Derrière, il y a une grosse manipulation, il faut faire attention à cette manipulation.
pur criminel. Il y a un mot pour ça, révisionniste et fier de l'être. It is wrong, blasphemous and sinful. Debil.com, maboul.fr. Et Internet est l'égout idéal où circule toute cette pourriture. It is wrong, blasphemous and sinful. Mais est-ce que c'est un problème? Moi, je ne le crois pas.